Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 38 ans de renouveau, faudrait-il célébrer? La question mérite d'être posée alors que le pays vit une crise culturelle depuis bientôt 4 ans. Les fondements de la République semblent avoir pris un sérieux coup depuis 2017, avec la volonté manifeste de certains fils du pays de se séparer de la mère patrie. De nombreux morts à la clé pour un conflit qui perdure. Considéré comme un véritable caillou dans la chaussure de Paul Biya, la crise anglophone comme la question du respect des libertés fondamentales restent les deux aspects sur lesquels les Camerounais attendent impatiemment la réaction de leur leader. À côté de ce cliché pas très reluisant, nombre de soutiens de Paul Biya ne manquent pas de faire savoir que le bilan de l'homme du renouveau est très élogieux et les avancées visibles et même palpables. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. « 6 novembre 1982, 6 novembre 2020, 38 ans, que retenir? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Charles Dicam. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, Charles Dicam, vous aimez souvent dire sur ce plateau, j'ai tenu à ce que vous soyez là. Vous avez posé la question à quelqu'un sur ce plateau en 82. Vous aviez quel âge? Non, je ne vous pose pas la question. Non. C'est la question que vous posiez. Oui, je pense que je pourrais encore la reposer. C'est pourquoi vous êtes là, parce que vous avez vécu l'avant 82. Oui, j'ai connu ce Cameroun-là, riche et prospère. Et je pense que ce soir encore, je pourrais poser la question au moins à un d'entre nous, de savoir ce que lui, il en sait. Mais qu'à cela ne tienne, s'il est venu pour apprendre, c'est une bonne chose. Voilà. Jean-Claude Dioul, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Serge Alain Otto, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le RDPC vous remercie une fois de plus de l'avoir convié, surtout en cette célébration du 38e anniversaire de la session à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur Paul Biya. Ah, vous avez célébré? Oui, nous célébrons. Oui. La célébration est particulière en cette année 2020. Pourquoi? Comment? À cause de la pandémie du Covid et avec l'ensemble des mesures barrières et les éléments de restriction des manifestations pour notre santé, pour pouvoir préserver la vie également. Mais nous avons un thème, celui qui a été retenu, qui a été communiqué à l'ensemble des militants et qui, dont nous, militants, nous avons pris le temps et la peine de méditer dessus et de pouvoir en tirer l'ensemble des enseignements liés à cette thématique. Voilà. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Le plaisir, le mien. Voilà, ça se voit. Hein? Comment il va le chairman? Est-ce qu'une semaine déjà au Cameroun? Il va bien, le chairman? Oui, mais il va relativement bien. Donc, relativement? Voilà. Oui, mais relativement, parce qu'à un certain âge, il est tout à fait normal qu'on ait de petits bobos, mais sinon, on a pu l'apercevoir, n'est-ce pas, lors de la messe œcuménique qui a eu en la mémoire de nos illustres camarades disparus. On a bien vu qu'il a pu... Honorable le bâtonnier Sama, Francis Sama, le maître Manga Mouloussolek, qui était vice-président régional, et le maire Balik Fidelis. Bon voilà, donc il était bien là, et on l'a vu prendre la parole et s'exprimer, n'est-ce pas, devant les gens, ce qui prouve que il est là, il est en forme, il est prêt pour les batailles futures. Bon, voilà, nous allons d'abord sortir avant, parce qu'il nous attend déjà, il est un peu impatient. Serge Espoir Matumba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Otto, bonsoir à mes compagnonnistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Voilà, Serge Espoir Matumba, je vous ai pris comme ça là, parce que vous êtes en partance pour Kumbo.
Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Qu'est-ce qui vous amène à Kumbo Merci. ce jour? Écoutez, vous savez, on a pris un engagement envers les Camerounais. Moi, personnellement, j'ai pris un engagement envers mes frères du nord-ouest, du sud-ouest et même de toutes les autres régions. Et il est de mon devoir d'être au cœur des préoccupations de ces derniers et d'éviter, n'est-ce pas, de verser dans le dilatoire lorsque les problèmes sont posés. Il faut mieux les comprendre, mieux les écouter, mieux les entendre pour pouvoir avoir avec l'ensemble des pensées des uns et des autres des solutions appropriées. C'est la raison de mon déplacement dans cette zone. Nous n'allons pas ignorer aussi les événements malheureux depuis quelques jours. L'établissement qui a vu des élèves et des enseignants kidnappés et la suite, vous savez, avec le cardinal Toumi et autres. Donc voilà. Voilà, vous restez avec nous, ne partez pas encore parce que vous allez passer quelques temps avec nous avant de partir pour Kumbo. Bonsoir, Dr Luisan Isomba. Bonsoir, c'est Jean-Louis Autou. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer comme d'habitude avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement faire le bilan de cette 38 années d'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya au Cameroun. Voilà, justement, Dr Luisan Isomba, vous êtes enseignant en droit public à l'université de Douala. Nous parlons de 38 ans de renouveau. L'homme, Paul Biya, il arrive le 6 novembre 1982 et nous sommes 38 ans après. On veut comprendre pourquoi Paul Biya et pas quelqu'un d'autre. Bien entendu, on parle déjà de l'anecdote selon laquelle il serait né avec une cuillère à or dans la bouche. Et quand on sait que Germaine Ahidjo, aux dernières minutes, avait plutôt jeté son dévolu sur les Maïkano, sur les Samuel Ebois, mais finalement, son mari, feu regretté Amadou Ahidjo, a estimé que celui qui devait bénéficier de la confiance du peuple camerounais, des Camerounais et des Camerounaises, c'était bien sûr le président Paul Biya. C'est la raison pour laquelle, né le 11 février 1933, vers 1933, à Vomeka, le président de la République commence par une montée fulgurante, parce que une fois que nous interprétons les dispositions de la Constitution, on se rend compte que la Constitution du 2 juin 1972 ignore le poste de Premier ministre, qui revient par une réforme du 9 mai 1975. Et celui qui bénéficie de cette réforme en tant que Premier ministre, c'est bien entendu Paul Biya. Et ce qui est davantage intéressant, c'est que quelques années plus tard, c'est-à-dire que par la réforme du 29 juin 1979, à travers les dispositions pertinentes de l'article 7, qui disposa que, en cas de démission ou de départ volontaire du président de la République, c'est le Premier ministre qui le remplace. Et je veux vous dire qu'en Afrique, c'est l'une des réformes les plus révolutionnaires, parce que c'est la première fois qu'on regarde qu'en Afrique, en dehors des régimes de transition démocratique, c'est la première fois qu'on constate qu'en Afrique, c'est un Premier ministre qui est nommé, qui vient remplacer un président de la République élu. Ça fait donc de sorte que, en application de cette disposition, de cette réforme de 1979 à 1982, dès lors que le président Ahidjo démissionne, un 4 novembre à 20h22, on applique donc la disposition constitutionnelle issue de la réforme de 1979. Et voilà comment, en application de cette disposition, le président Paul Biya prend donc le pouvoir en 1982, pendant qu'il a 49 ans. Donc voilà, sur le plan constitutionnel, toute l'armature et même la démarche qui a guidé l'accession au pouvoir du président Paul Biya. Vous avez répondu à ma question, pourquoi Paul Biya et pas quelqu'un d'autre? Voilà. Ah, oui, justement. Oui, justement, j'allais répondre. Voilà. Charles Dikam, le 6 novembre 82, vous étiez d'où? Je faisais encore mes études hors de ce pays. Ah, ok, vous étiez j'étais déjà majeur. Quel est le sentiment qui vous animait ce 6 novembre-là? La surprise, d'abord, parce que rien ne laissait présager du départ de feu Amadou Ahidjo. Oui. Ensuite, la découverte d'un homme que personnellement je ne connaissais pas. Je crois que je fais partie de cette majorité de Camerounais pour qui il était un inconnu. Il ne s'était pas particulièrement illustré
par quoi que ce soit durant les 20 premières années de fonction, puisque ça faisait déjà à cette époque-là 20 ans qu'il était fonctionnaire. Il était certes Premier ministre, mais on avait un président de la République tellement fort que je pense que son aura éteignait toute velléité de quoi que ce soit. Mais je serais tenté de me souvenir d'un certain nombre de slogans de campagne à l'époque où Paul Biya faisait encore campagne, puisque maintenant, M. Youth et ses camarades se promènent plutôt avec une photo. Je crois me souvenir qu'en 2000, il nous parlait de santé pour tous, il nous parlait de prospérité, rigueur et moralisation, c'était un peu plus tôt. Si je m'en arrête à ces 3 thèmes, à propos de la santé, je crois que les uns et les autres ici, nous pouvons être d'accord sur le fait que l'objectif est très très loin encore, puisqu'on meurt encore d'une césarienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Prospérité, il n'y en a pas eu. Il a connu un pays, il a hérité d'un pays prospère. J'ai eu à dire sur ce plateau que lorsqu'il entrait en fonction, les comptes étaient ouverts partout. On avait même beaucoup d'argent à l'étranger. J'ai eu à dire ici que concernant la santé, je n'ai pas souvenance d'une image où je l'ai vu aller, ne serait-ce que dans un dispensaire, jusqu'à il y a 1 an et demi, et aux actions conjuguées d'un certain nombre de nos compatriotes. Je pense que quand il avait mal à la tête ou aux dents, il allait en Suisse. Là, il est contraint de venir. Peut-être que c'est les avions médicalisés qui viennent à lui. Maintenant, ce qui concerne la sécurité, il nous avait promis, ayant hérité d'un pays uni, et à cette époque-là, le Cameroun s'appelait encore République unie du Cameroun. Le constat est patent. Les exemples sont nombreux. Le plus récent est celui d'un cardinal, tout un cardinal, le seul que nous ayons, qui se fait kidnapper pendant qu'on nous disait que tout allait mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? En fait, il y a tellement d'exemples de ce que, manifestement, je veux lui accorder le bénéfice de la volonté, mais il n'a pas pu. Et c'est pour ça que nous, à MRC, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, j'ai coutume de dire ces derniers temps, et les thèmes m'y invitent à m'adresser à tous nos compatriotes, parce qu'il s'agit de cela, il ne s'agit plus de chapelle politique. Le RDPC a lamentablement échoué. Je pense que les uns et les autres, nous entendons les nominations qui se multiplient en cascade ces derniers mois et ces dernières semaines. On s'étonne que mon leader, à qui d'ailleurs je profite de l'occasion pour souhaiter bon courage, ainsi qu'à tous mes amis politiques, embastillés pour ces raisons-là, du nozo. C'était de l'insurrection, semble-t-il. Ben, nous sommes tous des insurrectionnels. Il faudrait que vous nous preniez tous. Cette parenthèse faite, je voudrais dire que l'échec est patent. Quand on n'a plus rien à proposer, et que sur tout ce qu'on a proposé, on n'a pas pu le réaliser, la pudeur, la décence, j'oublie le patriotisme parce que je pense que c'est un des éléments qui manque le plus à votre parti et à ceux qui le dirigent. Par décence et par pudeur, par respect pour le peuple, on doit savoir pouvoir se retirer. Nous sommes plus de 30 millions de Camerounais. Je peux vous jurer que des intelligences comme la sienne, il y en a à foison. Moi-même, je ne suis pas simple, bien que je n'ai pas cette prétention. Donc vraiment, de grâce, ce serait bien que, à l'aune de ceci, qu'on n'égrène pas. Hein. J'ai dit tout à l'heure, comme une boutade, que vous ferez certainement, vous devez avoir une fiche, parce que vous ne pouvez pas me dire ce qui s'est passé jusqu'en 82, vous n'en aviez pas l'âge. Mais qu'à cela ne tienne, vous êtes un compatriote, et je sais que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes curieux. Mais prenez la peine d'écouter. Ce Cameroun a été beau, agréable à vivre. Voilà. Pour l'instant, je m'en arrêterai là. Voilà. D'abord, Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba, pour vos 38 ans de renouveau, qu'est-ce que vous en retenez? Alors, je dirais que je vais peut-être évoquer 2 aspects durant ces 38 ans, parce que j'ai eu la chance, ou alors la malchance, de parcourir certains pays d'Afrique, et certains pays qui ont, n'est-ce pas, acquis leur indépendance depuis plusieurs années, d'autres encore tout récemment. Et j'aime souvent citer Haïti, qui est un pays qui a acquis son indépendance depuis plus de 200 ans, et convoquer ici la situation de ce pays-là.
Mais comparaison n'étant pas raison, je voudrais ici dire que nous ne pouvons pas, je retiens deux choses. Alors, le président nous a toujours dit, ou alors a dit, qu'il aimerait qu'on puisse retenir de lui comme celui qui a apporté la démocratie et le progrès. Alors, la démocratie, est-ce que nous l'avons véritablement aujourd'hui? Est-ce que cette démocratie est en chantier continuel? Est-ce que nous vivons ce que nous pouvons appeler le progrès? Je voudrais aller peut-être beaucoup plus en profondeur pour dire que malheureusement pour nous, j'ai suivi le professeur Louison Essomba tout à l'heure parler de l'héritage, revenir sur l'héritage que le président Paul Biya a eu en arrivant, évidemment, en accédant à la magistrature suprême. Malheureusement pour nous, des nationalistes qui se sont battus, ou alors les personnes qui se sont battues pour une véritable indépendance du Cameroun, ne sont pas au pouvoir et n'ont jamais été aux commandes. On a eu des personnes qui ont hérité du pouvoir colonial et qui étaient donc chargées de continuer à maintenir ce pouvoir au détriment, n'est-ce pas, de la population. Malheureusement pour nous, ce sont ces derniers qui étaient chargés, et qui le sont encore pour certains, n'est-ce pas, d'implémenter ce système de gouvernance qu'est la démocratie. Vous allez constater que dans la plupart des pays dits francophones, quand on cite les 10 meilleurs pays africains, ou alors les 10 premiers pays en voie de développement, les pays qui ont pour monnaie le CFA, ou encore les pays francophones n'y figurent pas. Pas du tout. Est-ce que c'est un problème de l'héritage colonial, ou alors c'est un problème des hommes qui dirigent ces différents pays? Parce que on peut passer l'analyse des 38 ans de règne de M. Biya sur tous les aspects, mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue que nous sommes une jeune nation. Je ne dis pas ici que nous devons avoir l'âge d'Haïti pour être une nation prospère, mais nous ne devons pas ignorer que ce n'est pas la quantité, la durée de temps qu'on fait en tant que pays indépendant qui développe un pays. C'est la qualité des hommes. Alors, sommes-nous aujourd'hui, en 38 ans, des hommes capables de prendre notre destin en main ou de développer notre pays? Avons-nous, depuis 38 ans, posé les actes et les actions qui ont permis à ce que notre pays soit sur la voie du développement? C'est toute la question que nous posons, parce que, en réalité, la responsabilité, comme j'aime le dire, du développement d'un pays ne dépend pas uniquement de ceux qui détiennent le pouvoir. Il dépend aussi de ceux qui sont gouvernés. Et vous allez voir, dans nos différentes actions, comme dans nos choix, et même dans notre déploiement, nous passons continuellement le temps à éduquer. Moi, j'avais 3 ans quand M. Biya accédait au pouvoir, à la magistrature suprême. Je ne saurais dire, en dehors de ce qui m'est rapporté par les aînés, ce que les autres ont vécu avant. Moi, j'ai vécu une période. Et jusqu'à cette période, c'est M. Biya qui est le président. Je crois personnellement que nous pouvons faire mieux. Je crois personnellement que le Cameroun peut avoir mieux. Et je crois personnellement que si tous les Camerounais, nous nous impliquons davantage pour la construction du Cameroun, nous aurons un pays prospère et développé. Voilà, merci. Pour vous, Jean-Robert Wafo, 38 ans, est-ce que la démocratie est là? Est-ce que la prospérité également est là? Au bout de 38 ans, est-ce qu'on peut le dire? D'abord, je vais si le président, on ne souhaite pas ça, mais est-ce qu'on pourrait retenir le passage du président Biya à la tête du Cameroun? Permettez-moi d'abord de dire une chose en l'entame de cette émission. Le début, n'est-ce pas, du règne sans partage de M. Biya commence par une imposture. Une imposture distillée dans l'opinion par ces idéologues qui ont fait croire au peuple camerounais que la rigueur et la moralisation étaient, n'est-ce pas, ont été des marqueurs forts, une invention, n'est-ce pas, du président Paul Biya. C'est faux. Les mots rigueur et moralisation ont été tenus à la fin des années 80 par son prédécesseur, je veux parler du président Amadou Ahidjo.
Les années 70, 70, vous voulez dire. fin des années 70. La fin des années 70, je vais dire. Donc, dès que le président Paul Biya arrive au pouvoir, rapidement, ces idéologues qui montraient déjà le ton François Senghor, de ce que pouvait être, n'est-ce pas, la suite de son magistère, ont trompé le peuple en disant que c'est lui qui a été le premier à introduire ces deux termes dans la vie publique. C'est faux. Alors on comprend très bien que le reste, il était prévisible que ce qui allait suivre devait être nimbé, n'est-ce pas, d'imposture et puis de mensonges. Maintenant, vous m'avez posé la question sur la démocratie. Contrairement également à ce que certains turiféraient du régime ont pu dire, n'est-ce pas, à leurs militants de base, et certains rossignols qui viennent sur les plateaux de télévision, le multipartisme n'a pas été voulu par le président Paul Biya. Il a été contraint, n'est-ce pas, à céder sur le multipartisme. Parce que voyez-vous, dans les années 90, au début des années 90, quand le mouvement commence, le mouvement de protestation commence, il a fallu 8 mois de ville morte pour qu'enfin le président accède, n'est-ce pas, à ce que la majorité de la classe politique réclamait. Je veux parler de la tripartite. Et à cette tripartite, d'abord, avant même cette tripartite, il y a également eu, n'est-ce pas, 2 événements majeurs. D'abord, l'embastillement de Maître Yondo Black et de Anissé Ekane et de Henriette Ekoué, qui avait provoqué une vague de contestation terrible. Je me rappelle que les journaux avaient fait un travail remarquable. Je veux parler de la Nouvelle Expression, le Messager et Challenge et Hebdo, qui avait, n'est-ce pas, couvert n'est-ce pas, le procès qui s'était tenu ici à Twig Bonanjo, et puis à la fin, ils ont obtenu donc la libération. Le deuxième événement majeur qui s'en est suivi, c'était la naissance dans le sang, n'est-ce pas, du SDF, un 26 mai 90. 6 Camerounais, 6 de nos compatriotes, parce qu'ils manifestaient pour revendiquer le retour au multipartisme, ont été massacrés par la soldatesque de Yaoundé. Ce sont des faits. Alors, de ce qui précède, il est totalement incongru pour les idéologues, n'est-ce pas, du renouveau, de dire que c'est le président Paul Biya qui a accordé le multipartisme. Ça, c'est clair. De deux, vous parlez donc de la démocratie. Il n'y a pas encore de démocratie au Cameroun. Il y a le multipartisme, oui, encore que c'est un multipartisme administratif, puisqu'il y a près de 360 partis politiques, mais il y a autour de 10 ou 15 qui exercent véritablement. Et quand je parlais, n'est-ce pas, de la démocratie, elle est encore balbutiante. Parce que voyez-vous, un des indicateurs de la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de manifestation, et c'est également l'alternance au sommet de l'État. Il faut que ce soit clair. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun? Elle est à géométrie variable. On a vu, nous sommes, n'est-ce pas, sur une prestigieuse chaîne, Equinox, qui a été fermée en 2008, tout simplement parce que cette chaîne avait retransmis en direct, n'est-ce pas, une marche du SDF qui avait été organisée ici, pas loin d'ici. D'abord ici, n'est-ce pas, après un meeting que nous avons tenu ici à l'hôtel Le Watt pour ne pas faire de publicité, et ensuite au rond-point Dakar par l'honorable Jean-Michel Nitieux, s'en est suivi la répression sur cette chaîne. Cette chaîne a été fermée. Peut-on dire qu'il y a une liberté d'expression quand on interdit, n'est-ce pas, à une chaîne de diffuser, de rendre tout simplement l'information aux citoyens? Non. Autre chose, quand on parle de démocratie, on parle également des règles consensuelles. À travers un système électoral accepté de tous les acteurs, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Quand on parle également de démocratie, comme je le disais, on parle de la liberté de manifester. Les récents événements nous administrent la preuve qu'on a fait un recul trentenaire.
Parce que, voyez-vous, à l'époque du président Amadou Ahidjo, il était clair qu'on était en plein état de déception. Chacun savait à quoi s'en tenir s'il essayait d'enfreindre aux règles qui existaient à l'époque. Du président Ahidjo? Écoutez, mais ceux qui sont actuellement au pouvoir sont en train de réussir l'exploit. De revenir en arrière. De faire en sorte que les Camerounais regrettent cette période. Parce que je vais dire, parce que je l'ai précisé, à cette période, on savait tout au moins que dès qu'il y avait une velléité de manifestation, de contestation pacifique, à quoi s'en tenir. Okay. Mais actuellement, on nous dit, on inscrit dans la Constitution de la République, dans le préambule, la liberté de manifester et la liberté de s'exprimer. On consacre ces libertés dans l'article 45 qui indique que les conventions, que les traités et accords internationaux sont supérieurs à nos lois nationales. Malgré tous ces accords que nous avons signés, que le Cameroun a ratifiés, à savoir le pacte international pour les droits civiques et sociaux, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la charte la déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Malgré cela, nous avons ratifié, mais sur le terrain, c'est pas ça. Parce que je vais poser une question simple. Quand je parle de recul trentenaire, M. Serge Alain Otto, est-ce que vous trouvez normal que 30 ans après les premières lois sur les libertés, 38 ans après l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, qu'un Camerounais soit séquestré chez lui, sans qu'il y ait, je dis bien, sans qu'il y ait, c'est-à-dire un titre, je veux dire, sans qu'il y ait une notification judiciaire. Est-ce que vous trouvez normal que les Camerounais aujourd'hui soient embastillés, traînés devant le tribunal militaire pour avoir manifesté à main nue? Non. Je dis, c'est un recul trentenaire et c'est dommage. Jean-Claude Diotte, sur ce volet des libertés, il y a beaucoup de récriminations quand même. Il y a des avancées pour vous? Mais des nombres avancés, la preuve, nous sommes ici dans une chaîne indépendante qui est privée. Oui. Nous étions à l'époque dans le cadre d'un média public officiel. C'est de l'avancée, la preuve en est que nous sommes sur un plateau libre et où l'expression est bel et bien libre lorsque les uns et les autres... Est-ce que ça suffit? Vous avez suivi Jean-Robert Wafo tout à l'heure. C'est-à-dire, quand je ne vais pas suivre monsieur le maire Jean-Robert Wafo lorsqu'il prend des clichés. Si par exemple, il est en train de nous dire que les marcheurs qui ont fait appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République ont été embastillés et il ne comprend pas pourquoi ils ont été embastillés, alors là, on peut débattre là-dessus. Jean-Claude, est-ce que vous comprenez la situation du professeur Kamto actuellement? Mais, comment, en réalité même, le professeur monsieur Maurice Kamto, en réalité, doit nous dire lui-même aussi de quoi... Dire quoi? Mais, il doit nous dire pourquoi il y a la police autour de son domicile? Je ne sais pas si pourquoi il y a la police ou pas, mais je pense que ce n'est pas l'élément nécessaire pour pouvoir venir faire un bilan. Parce qu'en réalité, il a fait appel à l'insurrection, au renversement des institutions de la République dans certains États. Mais pourquoi il n'est donc pas mis aux arrêts? Ni notifié. Mais je suis en train de vous dire que il n'y a pas une décision judiciaire pour qu'on parle d'assignation, pour qu'on parle de résidence surveillée. Le juriste le sait très bien. Justement. Mais à lui de nous dire pourquoi il ne va pas ses occupations. C'est de ça dont il est question. Parce que lorsqu'il a eu besoin de sortir, il est sorti dernièrement. Alors, donc, la suite, c'est ce que nous allons continuer à vous dire. Soit nous avons cette approche, soit nous vous donnons la deuxième approche qui est que le collectif de ces avocats qui a eu à connaître, qui connaît aujourd'hui le dossier à charge, nous disent exactement ce qu'ils ont lu et ce qu'ils voient dans le cadre du dossier à charge. Parce qu'en réalité, moi, j'ai souvenance que depuis que le collectif des avocats de M. Maurice Kamto a rencontré le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la Défense, et le secrétaire d'État à la Défense, c'est silence radio.
Vous avez suivi encore leur position, leur sortie? Mais alors, si déjà le collectif de la défense, qui est censé suivre le dossier, connaître le fond du dossier, parce que tout ce que nous faisons aussi sur des plateaux, c'est beaucoup plus de spéculation. Monsieur le maire Jean-Robert Wafo n'a pas vu le fond du dossier. Ni vous, ni moi. Mais le collectif de ces avocats a vu le fond du dossier. Alors dans ce cas, à eux de venir nous dire. Nous n'avons que deux approches. Soit le collectif des avocats vient nous dire ce qu'ils ont dans le dossier, soit M. Maurice Kamto nous dit de quoi véritablement il est question. Bon, maintenant, pour revenir au 38e anniversaire, et lorsque monsieur le maire... Non, ma question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que le président Biya lui-même avait dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui comme quelqu'un qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun? Mais Parce oui. que lorsque vous regardez le Cameroun 38 ans après, il a raison, c'est palpable, tout ça. La démocratie, elle est là. La prospérité est là. La démocratie est. La preuve en est que la plupart des co-panélistes et des acteurs politiques d'aujourd'hui, ils existent de par le jeu démocratique. Pourquoi on va faire la fine bouche là-dessus? Et je vous rappelle aussi une chose. En 1985, lorsque le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, crée le RDPC à Bamenda, le 24 mars 1985, il y a déjà un jeu démocratique en interne au sein du RDPC, où il y avait eu un renouvellement de 13 500 responsables des organes de base. Et vous savez très bien qu'en interne au sein de ce parti, c'est véritablement un jeu démocratique clair et net. Bis repetita en 1987, où nous avons connu des élections municipales avec une pluralité de listes, mais étant toujours dans le cadre du parti unique. On n'est pas encore M. Robert Wafo en 1990. Lorsque vous êtes en train de vouloir nous dire que le président de la République, on lui a imposé la démocratie. Il le faisait déjà régner la démocratie au sein du parti qui avait remplacé l'UNC. Et qui avait remplacé? Qui avait remplacé l'UNC. Je dis bien l'UNC. Vous avez parlé du SDF. Non, mais je dis qu'il avait remplacé l'UNC. Et il faut voir nos tests. C'est bel et bien écrit à l'article 1. Alors, vous voyez donc que le RDPC déjà était un parti démocratique à cet instant de 85, de 87 déjà. Et en 90, il dit aux militants du RDPC, préparez-vous à la concurrence. Ce n'est pas le discours de la bolle. C'était déjà l'inspiration du président de la République. Donc, en ce qui concerne... Il pouvait échapper au discours de la bolle, il pouvait... Mais puisqu'il était déjà en phase, il préparait déjà cette pluralité. Je vous dis mais vous vous souvenez quand même que vos camarades ont marché contre le multipartisme ici à Douala, 90. C'est même pas dans ces notes. Vous savez, on ne peut pas se souvenir. dans un parti politique... Un camarade que vous connaissez bien. Hein, mais dans un parti... Il vient de retourner chez vous. Mais est-ce qu'on se comprend très bien? Dans un parti, il y a bel et bien des courants qui existent. Non, c'était une vague nationale. Hein. C'était partout. Hein. On disait non, multipartisme. Hein. On peut dire non, mais le parti avait un président national. Oui. Qui tenait la barre. Et nous sommes en train de célébrer. Et nous sommes en train de célébrer qui ici aujourd'hui? Nous célébrons celui qui est à 38 ans à la magistrature suprême. Donc le cap qu'il donnait, et il a tenu bon. Et il a amené les camarades du RDPC, ses camarades, à savoir que voilà le cap qui est fixé, c'est celui de la démocratie. Et c'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, nous parlons d'une pluralité démocratique, avec près de 303 partis politiques qui exercent, avec des élections régulièrement organisées, des consultations électorales régulièrement organisées, qui sont libres et transparentes, sur le plan des élections présidentielles, sur le plan des élections municipales, législatives, sénatoriales. Et voilà que le 6 décembre 2020, nous allons connaître dans le parachèvement. Transparent? Libre et transparente, oui. Pourquoi il y a donc contestation? Mais il y a contestation aux États-Unis aujourd'hui. C'est 300 ans de démocratie. Mais personne ne nous dira qu'il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Ah, vous aimez ces exemples? Non, c'est pas que nous aimons des exemples. Nous sommes en train de nous appuyer là où nous vous même la définition. Un exemple, tout à l'heure, même le maire Robert Wafo
Il a dit... Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple de la France qui connaît le président à 20h, le jour du vote? Je vous rappelle également que même la même France qui donne le nom du président à 20h, ce n'est pas les résultats officiels. Ce sont des estimations. Oui, on est d'accord. Donc, même aujourd'hui, lorsque nous sommes en train... Oui. Non, je suis en train de vous dire que il n'est écrit nulle part. Il y a eu un changement après ces estimations? Il n'est écrit nulle part et nous sommes en train de le constater également ici en observant les élections américaines, qu'il est écrit nulle part que au soir de la clôture des bureaux de vote à 20h, on doit connaître les résultats officiels écrits noir sur blanc sur la Constitution. Dans aucun pays. Je vous mets à défi, Dr Luzon Essomba, dites-moi si dans une constitution d'un pays que vous connaissez, qu'au soir de 20h, de la clôture des bureaux de vote, le nom du président de la République est donné par l'instance officielle qui organise les élections. Non. Donc ici, non, avant qu'il ne puisse me répondre quand même, oui. Nous avons, là, j'ai abordé le volet démocratie, où j'ai démontré que le RDPC a bel et bien inspiré la démocratie en interne et c'est cette marche-là qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est cette dynamique-là que nous connaissons. Maintenant, nous avons une démocratie qui date de 30 ans. Elle est en train également de faire ses pas. En ce qui concerne la prospérité, mais c'est incroyable que le pays a progressé. En 1982, le président de la République hérite d'une population de 9 millions d'habitants. Nous en sommes à 25 millions aujourd'hui. Ah, c'est un exploit. Oui. C'est du fait de Nous pouvons avoir deux alternatives dans le cadre de l'évolution d'une population, avec le taux de mortalité et le taux de natalité. Oui. On connaissait bel et bien que lorsque on avait une femme enceinte et qu'elle devait aller à l'accouchement, on appelait tous les féticheurs et les prières ici dans ce pays parce qu'on n'était pas sûr qu'elle pouvait rentrer vivante, y compris même avoir le bébé. Mais donc ça voulait dire que ça voulait dire que si le taux ça voulait dire que le taux de mortalité a reculé et l'espérance de vie a évolué. Et lorsque l'espérance de vie évolue, ça voudrait dire que la population aussi va croître. Et c'est pour cela que nous avons une population qui est jeune, certes, mais qui a cru. Et l'espérance de vie était de 53 ans à cette période de 1982. Aujourd'hui, c'est à 58 ans. Ça voudrait dire qu'il y a de l'évolution. Et qu'est-ce qu'on entend par espérance de vie? Parce qu'on va dire cela, nos concitoyens ne vont pas forcément comprendre. Pour que les conditions de vie d'un concitoyen s'améliorent et que l'espérance de vie évolue, il faudrait qu'il ait accès à l'eau potable. Il faudrait qu'il ait accès à une nutrition assez saine. Ou bien et les conditions de vie environnementales, y compris même la pression et les éléments de stress. Donc ici, il y a eu des évolutions. Nous pouvons, si on a le temps, on parlera par exemple sur les missions régaliennes de l'État que le président de la République a hérité. En ce qui concerne par exemple l'évolution économique, nous pouvons faire des comparaisons sur le PIB de 82 à nos jours aujourd'hui. Okay. Nous pouvons faire des comparaisons par exemple sur l'indice de développement humain. Nous allons voir que nous sommes en net progrès. Le président de la République a fait des progrès sur l'alphabétisation de la population. Aujourd'hui, on compte à peine des analphabètes. Donc, le Camerounais qui a fait un décrochage scolaire le plus tôt, c'est au moins lire, écrire et parler. Donc, ce sont des avancées parce que pour pouvoir développer, pour la prospérité, il faudrait d'abord mettre des bases en ce qui concerne la formation de la population, en ce qui concerne l'industrialisation et maintenant la productivité interne. Ouais, on va d'abord prendre, parce qu'on va le libérer, Serge Espoir Matomba, pour vous, démocratie et prospérité, selon le président Biya. Est-ce que c'est palpable, c'est visible? Je ne saurais le dire selon le président Biya parce que je ne suis pas son porte-parole. Ce que je peux dire, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à l'entame, c'est que n'oublions pas et ne perdons pas de vue que M. Biya a hérité d'un pouvoir colonial et il venait d'une institution, vous savez, l'institution dans laquelle il a lui-même fait ses études, l'INPOP, qui est devenue plus tard l'ENA, et qui a accouché de l'ENAM au Cameroun. Donc, vous voyez qu'il a une logique et un logiciel de la démocratie qui vient depuis, n'est-ce pas, l'époque coloniale
Et c'est malheureusement ce qui est aujourd'hui appliqué encore dans notre pays. Mais alors, le problème, est-ce que le problème est uniquement M. Biya? C'est là toute la question. Ou alors c'est nous aussi, comme population, nous réussissons, n'est-ce pas, l'exploit de déplacer le véritable débat de la construction de la nation pour le renfermer sur un seul individu et croire que parce que cet individu existe, alors notre développement est hypothéqué. Je crois que ici, la réponse est non. Vous allez voir, on va parler, certains vont vous dire que la démocratie aujourd'hui, nous avons plusieurs médias, nous avons la liberté de dire ce que nous pensons, nous avons la liberté de déplacement, nous avons autant de choses. Ben, ce que moi je retiens de ce que nous avons, c'est que nous avons aujourd'hui la possibilité surtout d'avoir des grands analystes, des intelligences qui sont devenus moins des hommes d'action que qui sont moins des hommes d'action que des hommes de parole. Donc ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont appelées à non seulement informer mais éduquer la population. Voyez-vous, lorsque un problème se pose au Cameroun, l'approche que nous avons généralement conforte M. Biya. Et pourtant, si nous avions une approche considérable qui allait dans dans la construction réelle du pays, il est évident qu'on devrait... Je vais vous parler peut-être des années 90. Vous savez comment nous sommes revenus dans le multipartisme. Parce que ce que plusieurs Camerounais ignorent, c'est qu'on a eu plusieurs partis dans les années 58. Et après, nous sommes entrés dans le parti unique. Mais pour que nous puissions revenir au multipartisme, c'est une lutte. Il y a eu plusieurs personnes, il y a même eu du sang qui s'est versé pour que nous retournions dans le multipartisme. Alors, depuis que nous y sommes, qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer notre démocratie tout en comprenant les enjeux? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ignore que ceux qui sont là ont eu un cahier de charges et il fallait remplir ce cahier de charges, ou encore ils sont en train de remplir ce cahier de charges. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons tout simplement rester dans l'analyse, croire que en disant que tout va mal, les choses iront bien ou mieux? Je pense que non. Je crois que ce que nous avons à faire aussi, parce qu'il est de notre responsabilité, dès 38 ans, nous n'allons pas dire que s'il y a échec du pouvoir, ça veut dire que nous avons échoué aussi. Alors, il est important aujourd'hui de nous remettre en question et de dire qu'ensemble, pensons dans le développement ou la construction de notre pays différemment et posons les actes qui méritent d'être posés. Ne dit-on pas qu'un pays n'a que les dirigeants qu'il mérite? Donc, qu'est-ce que nous faisons pour avoir un autre type de dirigeant? Si on vous prend, bien que nous décrions tous le processus électoral, qui n'est pas totalement transparent, mais quand on parle même d'élection, voyez-vous combien d'inscrits nous avons au Cameroun, combien se déportent pour aller voter? Mais certains ont des idées arrêtées. Ils vous disent clairement que même si on vote, les votes seront volés, ce qui n'est toujours pas vrai. Vous avez vu chaque fois qu'il y a une mobilisation, vous avez vu des gens sortir avec un bon résultat. Donc pourquoi ne comprenons-nous pas aussi que notre devoir, durant les 38 ans, a été probablement un échec, nous pouvons faire mieux. Donc il est temps que nous commençons donc à repenser complètement notre développement en tenant compte de tous les aspects et en sachant que nous le ferons avec tous les Camerounais sans exclusion. Ok, merci Serge Espoir Matomba, on va vous permettre de continuer votre voyage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Luzon Isomba, sur cet aspect, la démocratie, elle est là, visible au Cameroun. Ça, alors, je voudrais procéder à illustrer deux étapes pour que les gens comprennent mieux l'attitude du président de la République. De 82 jusqu'en 84, quand il prend le pouvoir en 82, le président de la Pourquoi République... vous mettez 84? Je m'arrête à 84 parce qu'à 84, aussi, voilà, s'ils avaient un putsch. Le président change, c'est une autre personne. Justement, c'est-à-dire que de 82 à 84, vous avez, le président vit une première situation entre 82 et 84, c'est qu'en 83, il y a une réforme parlementaire qui est apprêtée pour que nous rentrions dans un régime parlementaire classique, où le président serait certainement une coquille vide et l'essentiel des pouvoirs, en fait, le véritable chef de l'exécutif serait le Premier ministre. Et qui est Premier ministre à cette époque? C'est Bello Mouba Margari. Le président... On a évacué avec le problème, la primauté
Parce que le président Idio était encore président de Oui, l'UNC. de l'UNC. C'est ça qui va justifier la fracture. Oui. Donc il y a un troisième problème. Bon, il y a un troisième problème, mais qui ne me semble pas Premier ministre très Belobouba important, Maïgana. qui me semble pas très important, en fait, puisque nous sommes sur l'homme. Oui. Alors, à ce niveau-là, le président de la République constate très vite que, en réalité, on veut faire de lui une coquille vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève Belobouba comme Premier ministre et il nomme Jean-Luc. Et en 84, finalement, il se rend compte que le poste de Premier ministre est embêtant. Il supprime le poste de Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il fait entre 82 et 84? Le président fait un recrutement massif des Camerounais, un peu comme il l'a fait en 2011. Oui. Il marque les gens par sa jeunesse et il saisit les Camerounais justement par sa liberté de Ce qu'on a appelé les 1500. Voilà, bien entendu, les 1500 d'ailleurs qui ont profité à un de mes oncles, parce que justement venant d'une famille qui n'était pas très riche. Alors, on se rend compte qu'on voit dans un président de la République de 82 à 84 dynamique, qui est ouvert, qui fait du vélo, qui est apprécié par tous les Camerounais. Et de 84 jusqu'en 86, voilà un autre déclic. Le déclic parle de quoi? C'est que quand le président de la République fait l'objet du coup d'État manqué, il vient donc à se recoqueviller. Il entre en autarcie totale. Et c'est à partir de là que, quand vous lisez François Bayard, il vous dit au départ, le président de la République n'était pas fait pour achever le mandat qui restait. C'est-à-dire qu'en fait, il y venait pour faire 6 mois. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le président de la République tient 38 ans plus tard. Et ça veut donc dire quoi? En 86, lors d'une interview sur la CRTV avec Éric Tindé fait savoir au président de la République qu'il y a déjà des actes de prévarication sur la fortune publique. Et le président lui a demandé, est-ce qu'il a des preuves? Vous voyez donc qu'à partir de là, il avait légitimé la corruption qui est aujourd'hui l'un des éléments les plus... Endémique, comme dit. À une pandémie de notre renouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, le président de la République a mis en place plusieurs institutions pour endiguer ce phénomène, mais jusqu'à ce jour, on n'en arrive pas. Peut-être que... Voilà, on va revenir après. Merci, Dr Luisan Isomba. Elle est déjà là. Julienne Berthe-Bissaï, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce vendredi 6 novembre marque le 38e anniversaire de la cession au pouvoir de Paul Biya, 2 jours après la démission surprise du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. L'on se souvient, durant son discours de prestation de serment, le président Paul Biya promettait aux Camerounais la rigueur dans la gestion des affaires publiques et la moralisation des comportements. 38 ans après, ces valeurs ont carrément foutu le camp avec le phénomène de corruption et le tribalisme et autres fléaux. C'est du moins l'avis de Saint-Éloi Bidon, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui fait une critique acerbe des 38 ans de règne du président de la République. C'est le dossier du 20h, Serge Alain. Et le cardinal Christian Toumi respire désormais l'air de la liberté après avoir passé plusieurs heures en captivité. Même si la conférence épiscopale nationale du Cameroun se réjouit de cette nouvelle, elle condamne cet enlèvement qu'elle qualifie d'acte ignoble perpétré contre l'une des plus grandes valeurs du Cameroun. Vous écouterez Abraham Komé, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, dans le 20h, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Julienne Berthe-Bissaï pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Jean-Claude Youth, Charles Ndjikam, le docteur Luisan Isomba et Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, dites-moi, est-ce qu'il y a un message derrière le kidnapping du cardinal Toumi? Tout d'abord, permettez-moi de condamner ce kidnapping odieux, que rien, absolument rien ne justifie. Voyez-vous, le cardinal Toumi, c'est une autorité morale, incontestable. Le cardinal Toumi est même l'incarnation de la morale nationale.
La preuve, c'est que c'est le premier cardinal du Cameroun. Et depuis qu'il a été nommé cardinal, il n'y a plus eu un autre cardinal. Alors, qu'on vient s'attaquer à ce symbole de la morale, à ce symbole de la tolérance, je dis, c'est ignoble. C'est inadmissible. Je dis, c'est intolérable. Vous voyez-vous, il y a de cela très peu de temps, il a célébré ses 90 ans. 90 ans en Afrique, c'est un âge respectable. C'est un âge qui impose, n'est-ce pas, que les décisions prises soient suivies. Alors, nous avons appris, comme tout le monde hier, en fin d'après-midi, qu'il a été kidnappé par des individus non encore identifiés. Je précise cela. C'est peut-être lui qui nous dira, puisqu'il a été libéré par la suite, Dieu merci, par ses preneurs d'otages. Alors le message, d'abord il faut se rendre compte d'une chose. Le timing de cette prise d'otage survient après l'adresse du pape, le massacre de Kumba. François, suite au massacre de Kumba, où il demandait à tous les protagonistes de revenir de cette crise, de cette sale guerre qui n'aurait pas dû être, de revenir à la raison. Alors, manifestement, les kidnappeurs ont voulu que le Vatican passe à un cap supérieur, c'est-à-dire s'intéresser effectivement à cette crise anglophone. Parce qu'on n'a qu'à voir, ils sont deux qui ont été enlevés, le cardinal et le fond de Sceaux. Oui. Le cardinal a été rapidement libéré. Qu'on le veuille ou pas, ces preneurs d'otages qu'il faut condamner avec la dernière énergie, ils ont frappé un grand coup. Parce que le monde a été mobilisé. Je dis bien, le monde a été mobilisé, le Vatican a été mobilisé. Même si c'est pour quelques heures, ils ont pu atteindre ce but. De deux. Le deuxième message, c'est quoi? C'est que ils sont deux à avoir été pris en otage. Il y a le cardinal Christian Toumi et il y a le fond de Sceaux. Mais le fond de Sceaux est encore loin, d'après les dernières informations, quand on entrait sur ce plateau, est encore kidnappé. Il n'a pas encore été libéré. Quand on sait que le fond de Sceaux est un chef traditionnel de premier degré, on l'appelle même le paramount chief. Il est un chef traditionnel donc de premier degré, et que les chefs de premier degré ainsi que de deuxième degré font partie du collège électoral pour les régionales, est-ce que ce n'est pas un signal que ces preneurs d'otages qui sont à condamner, et ça il faut que je le précise, adressent à l'endroit de ceux qui veulent à tout prix organiser les élections régionales dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bon, maintenant, il m'est revenu. Certainement, et ça ne surprend personne. Quand vous êtes libéré, il y a des messages qu'ils vous donnent. Ok, on revient. Qu'ils vous disent, ils vous disent... On va revenir sur la teneur, voilà. Et que vous gardez ça pour... Charles Dikam, pour vous, est-ce que, comme dit Jean-Robert Wafo, ils ont voulu faire passer un message bien en ciblant et le cardinal Toumi et un chef de premier degré, au fond de son. Je voudrais déjà dire que tous ceux qui jusque-là, et je remonterai même avant, en passant à nos enfants lâchement assassinés il y a 2 semaines, tous ceux qui nous disaient que la vie reprenait son cours, je pense qu'ils devraient revoir leur copie. Il ne fait toujours pas bon vivre au Nozo. Ça, c'est la première des choses. Je ne peux ne pas prendre la parole pour dire aussi que pour ce même Nozo, avant que ses enfants ne soient assassinés, avant que son éminence, le cardinal Toumi, ne soit pris en otage, des Camerounais aux mains nues sont sortis demander à leurs gouvernants d'aller à la table avec leurs enfants. Demander, moi-même, je me suis permis lors de mon dernier passage ici d'interpeller le président de la République, modestement, mais je crois que c'était un droit également, en tant que citoyen, pour lui demander
de prendre à bras le corps le problème du Nozo. Parce que manifestement, tous ceux à qui il a délégué, comme souvent, parce que je me rends compte qu'il délègue mal, tous ceux à qui il a délégué ont failli. Rien ne s'est passé. J'en profite d'ailleurs pour m'interroger. Je vais faire une petite digression. Dire à Serge Espoir Matomba que le sujet aujourd'hui, c'était Paul Biya, c'est 38 ans. Et sa réponse pourrait valoir dans un autre cadre. Mais dans ce cadre-là, on lui demandait de dire ce qu'il pensait de l'action de Paul Biya, et il est passé à côté. Oui. Vous allez me permettre de chuter en disant que le kidnapping, quel qu'il soit, à l'endroit de qui que ce soit, est à condamner. Mais je voudrais qu'on ait souvenance que ce même cardinal a sollicité les autorités pour faire en sorte qu'ils puissent réunir les anglophones pour qu'ils parlent entre eux, qu'on n'ait plus de réponse du genre « on parle à qui ?» au nom de qui ils parlent. Ces enfants, sans légitimer, mais alors loin de là leur acte, lui confère encore plus, de par ce qui s'est passé hier, cette autorité-là, que l'État, lui, refuse, lui dénie. À savoir que, très certainement, ils lui ont fait passer les messages. Est-ce que les messages à l'endroit de qui, ces messages, le destinataire de ces messages, daignera recevoir le cardinal? Est-il là? Lui-même est-il là? C'est la question que je me pose. Mais il est temps, grand temps. Le cardinal, ses enfants l'ont quelque part respecté, ont respecté son âge, 90 ans. Ils ne l'ont gardé que 24 heures. Mais à qui le tour demain? Il y a encore un chef traditionnel entre leurs mains. Lui, on ne sait pas si lui, finalement, n'est pas otage du message que le cardinal est en train de porter. J'ose espérer que les choses vont bouger, que tous les va-t-en-guerre, tous ceux qui vivent grâce aux achats d'armes et grâce à l'économie de la guerre, vont comprendre qu'ils devront se contenter de ce qu'ils ont déjà pris jusque-là et que la récréation s'arrête et se termine. Ok. Docteur Louison Isomba. Oui, lorsque nous avons appris à travers les réseaux sociaux l'arrestation du cardinal, tout de suite, peu comme Charles Dika, je me suis posé la question de savoir, finalement, donc après lui, à qui le tour? Vous savez que les sécessionnistes jusqu'au boutiste, j'aime à le dire, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas daigné déposer les armes qu'ils n'auraient dû jamais prendre, ont estimé que la présence du cardinal Christian Tumi lors du Grand Dialogue national était une trahison. Et je pense qu'ils ont gardé cela en travers de la gorge. Et son arrestation, son kidnapping ne m'a pas surpris parce que, vous savez, ce sont des gens qui sont extrêmement revanchards. Et ils avaient estimé que cette seule présence voulait dire qu'en réalité, le cardinal Christian Tumi supportait l'État dans cette posture. Et d'où donc ce kidnapping. Et Charles Dikala a également évoqué Serge Aloto. Il y a ce que j'ai toujours appelé l'économie des guerres dans cette histoire, parce que les rançons qui sont généralement demandées pour la libération de telles personnalités, surtout une personnalité religieuse comme Christian Tumi, ça ne peut, ces rançons sont justement d'un niveau très élevé. C'est la raison pour laquelle, Wafo disait tout à l'heure, tout le Vatican s'est mobilisé. Vous ne pouvez pas savoir. Vous savez que le premier État religieux qui a des renseignements les plus affinés, c'est le Vatican. Et vous comprenez donc que c'est ce qui peut justifier, à mon sens, cette libération 2 jours plus tard, parce que ça n'avait pas été le cas. Non, moins de 24 heures. Voilà, moins de 24 heures. Donc moins de 24 heures. Pourtant, l'autre chef traditionnel est toujours détenu illégalement. Moins de 12 heures de temps même. Je pense que le Vatican a joué un rôle très important dans cette libération qui mérite d'être condamnée de toutes nos énergies. Ok, Jean-Claude Yout, on apprend, comme il a dit, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, il y a un discours qui fait comprendre que la situation est maîtrisée. Bon, il y a toujours les villes mortes, il y a toujours ces apparitions de ces bandes désarmés qui font des irruptions dans des établissements scolaires. Et on a vu ce qui s'est passé à Kumba. Et aujourd'hui, hier, on va le dire comme ça, c'est le cardinal Tumi et le fond de Sceaux qui sont qui sont kidnappés, mais le cardinal est libéré. Ça veut dire que quelque part, est-ce que la situation est véritablement maîtrisée, Onozo? La situation reste toujours sous contrôle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
La preuve en est que globalement, les activités humaines et professionnelles et religieuses continuent à se déployer. Où ça? Je dis que globalement, je le répète, les activités humaines continuent à se déployer. Aujourd'hui, les gens continuent à aller au travail. Aujourd'hui, les enfants vont également à l'école dans ces zones-là. Maintenant, on peut être en train de vouloir discuter sur l'aspect qualitatif ou quantitatif, mais là n'est pas la question pour l'instant. Ici, il y a d'abord, tout comme nous nous sommes tous indignés face au massacre de nos enfants, le kidnapping, l'arrestation ou bien même la mise même en détention, je ne sais pas quoi, du cardinal Christian Toumi. Ça montre une fois de plus que nous avons en face de nous des individus qui n'ont ni foi ni loi, qui sont en manque de repères, qui ne savent même plus sur quelle scène se vouer et qui ne savent même plus exactement quelle est l'information qu'ils doivent renvoyer. Parce que lorsque vous êtes en train de tuer des enfants, donc qui sont en réalité le fait de lance de la nation, l'avenir même pour, je suppose, vous avez déjà identifié. Je suppose si leur revendication était par rapport à ces populations, sauf si c'est pour d'autres cibles, mais si c'est pour cette population, ces enfants-là représentent bel et bien l'avenir. Et lorsque vous êtes en train de les tuer, ça montre bel et bien que vous n'avez plus de repères. Lorsque vous décapitez des femmes, comme nous avons connu Florence, Ayafor et tout, lorsque vous arrivez à kidnapper un prélat, fût-ce même encore un prélat de 90 ans, qui est sûrement, qui devait manquer peut-être de tout, peut-être même ses médicaments journaliers au quotidien, si il lui arrivait malheur là, et que même par ces petits mouvements même où il est secoué et tout, il faisait peut-être un AVC là. Qu'est-ce que ces terroristes nous auraient dit? Est-ce qu'ils nous auraient redonné notre cardinal, qui est le seul cardinal que nous avons? Le seul cardinal que l'Afrique centrale a. C'est pour dire, et lorsque je suis par exemple M. Charles Ndikam, qui dit que les terroristes ont respecté le cardinal en le maintenant en arrestation pendant 24 heures, je suis très indigné. En ne le maintenant, parlons français. Alors, en le maintenant. En ne le maintenant, j'insiste. Alors, je vous dis donc que même pas une minute ne peut être autorisée. Parce qu'en réalité, voilà une icône qui est parmi les personnalités du nord-ouest et du sud-ouest qui avaient pris les devants à défendre même cette cause et à vouloir rassembler et à faire en sorte que la cohésion continue à régner. Qu'est-ce que ça a Alors, donné? lorsque vous vous attaquez à cette icône, nous, du camp d'en face, nous nous posons des questions. Et nous nous interrogeons en nous disant, voici bel et bien une situation où nous ne sommes plus en phase dans le cadre même d'une revendication ni politique, ni autre. Nous sommes entrés uniquement dans le banditisme et le terrorisme, tout simplement. Ok, Jean-Claude. Non, justement. Excusez-moi, comme mon nom a été cité, je voudrais rétablir la vérité de mon propos. Avec vos permissions, juste 30 secondes. J'ai dit et répété que le kidnapping, quel qu'il soit, ne peut être approuvé, doit donc être condamné. J'ai aussi dit, comprenez-moi bien, que le cardinal a été à l'origine d'une initiative qui, à mon sens, nous aurait amené à des résultats où nous n'en serions pas, où nous en sommes aujourd'hui. Cette initiative est restée lettre morte du fait du gouvernement RDPC, de l'État RDPC. Ont-ils pensé qu'il serait celui-là, ajouté à ce que a dit le professeur tout à l'heure, aux récriminations de sa participation au grand dialogue, ont-ils pensé qu'il était cette voie-là par laquelle il se ferait mieux entendre et par le monde et le retentissement qu'a donc eu cet enlèvement,
et par le fait qu'il est aujourd'hui probablement porteur d'un message à l'endroit de ces mêmes autorités. Je n'ai rien. Quelle est cette autre manière de pouvoir faire porter un message? On connaît très bien le bureau. Excusez-moi. Ce sont mes propos. Ce sont mes propos. Je ne vous demande pas de les interpréter. C'est mon interprétation. Sans avoir rien justifié. Pour passer un message. Ok, merci. Jean-Robert Wafodon, le message, c'est lequel? Je vais dire une chose. Cette indignation. Non, Jean-Robert Wafodon, allons droit au but. Est justifiée. Donc, il m'est revenu. Oui. Forcément, il y a un message, comme bon. Voilà, comme on dit. Un message, n'est-ce pas, sur la situation qui prévaut dans les deux régions du Nord et du Sud. Sûrement, un message sur des positions. D'abord, le professeur Louison Essomba vient de dire. Je rappelle quand même qu'il a été président, qu'il est le président de la commission des réfugiés. Certainement, bref, il m'est revenu, pas certainement. Mais le retour des réfugiés, il m'est revenu qu'on lui a demandé donc de démissionner de ce poste. Bon voilà, il m'est également donc revenu que on lui a indiqué, n'est-ce pas, les solutions, donc des pistes, n'est-ce pas, de sortie de crise. Mais ce que je vais dire, monsieur Youth, votre indignation, tout comme les nôtres, sont justifiées. Mais what next? Qu'est-ce qu'on fait après? Combien faut-il de morts et de kidnapping pour qu'enfin les protagonistes s'asseyent autour d'une table? L'option militaire n'a pas marché. Ça fait 4 ans. On allait de mal en pis. La situation s'enlise de plus en plus. Qu'est-ce qui empêche le président de la République de prendre cette histoire, cette crise à bras le corps? Monsieur, je suis de ceux qui pensent, je vous dis sur ce plateau, en période de crise, on ne délègue pas la fonction présidentielle. On ne délègue pas la fonction présidentielle en fonction de crise, en situation de crise. Le président de la République lui-même, qu'est-ce qui empêche au président de la République de prendre des mesures? Par exemple, d'ordonner la libération de ceux qui sont en prison ici, On a vu Mancho, BBC et Ayoub Tabé demander que les gens rentrent à l'école. Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. La libéré 331. Je dis, soyez poli sur ce plateau, monsieur Youth. Et je suis en train de dire des choses sérieuses. Dites-le également. Je suis en train de dire des choses sérieuses. Oui, on a libéré 300 personnes. Et ça, donc, stopper la crise? Non. Écoutez, donc, quand une option échoue durant 4 ans, il n'y a pas de honte à passer à une autre. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire, on ne met pas fin à un mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders, en emprisonnant ses leaders. Les mouvements sécessionnistes sont des hydres de mer. Quand vous coupez une tête, il y a deux qui naissent. Parce que cette tête se régénère. Et qu'est-ce qui empêche donc le président de la République d'ordonner leur libération, suivi immédiatement d'un dialogue, cette fois-ci véritablement inclusif, c'est-à-dire avec tous les différents protagonistes de cette crise. Et avant ça, comme ça se passe ailleurs, le président de la République peut faire de ça une cause nationale. Vous savez comment on procède ailleurs? Parce qu'en politique, les symboles comptent. Il peut recevoir tous les leaders de partis politiques. Ah, et tout dit. Il les convoque devant caméra. Ils arrivent, il les reçoit. Les caméras ressortent. Ils parlent. Ils en discutent. Et puis après, je vous en prie, je m'adresse aux Camerounais. Je m'adresse aux Camerounais et je m'adresse à ceux qui nous gouvernent. Est-ce que Paul Biya est et je m'adresse à ceux qui nous gouvernent, monsieur. Je ne suis pas en train de blaguer. Et puis ensuite, après les avoir reçus, en audience, du grand dialogue national, monsieur, vous allez arrêter avec cette comédie-là, où il y a eu des assises du grand dialogue national, où qui était inclusif. Dès qu'il les reçoit, l'ensemble des acteurs politiques, religieux et sociaux ont été conviés. Écoutez, arrêtez cette comédie. Ne vous surexcitez pas. Après les avoir reçus en audience, il fait une adresse à la nation, où officiellement, il met ses leaders politiques en mission de bons offices. Ils aillent rencontrer ces séparatistes, que ce soit ceux qui sont ici au Cameroun ou ceux qui sont hors de ce pays et
qu'il leur dit, et donc au fin de leur dire, la table de négociation est ouverte. Et que durant cette négociation, que tous les sujets soient pris en compte. Qu'aucun sujet ne soit donc la sécession, même pas. Je vous en prie. La sécession doit être quand il y a une table de négociation. Vous pouvez lui permettre de finir. Est-ce que je peux finir? Attendez. On a affaire aux sécessions. Vous êtes désagréable, monsieur. Non, mais monsieur, vous devez avoir du respect pour moi. Je vous en prie. Mais vous vous apportez là. On se calme, je vous en prie. Vous avez fait quelle école? Charles, je vous en prie. Alors, je disais donc ceci. On se calme. Alors, je disais donc ceci. Allez-y. Il est mis en mission de bon. Parlez de quoi là? Après les avoir reçus. Ils partent, ils rencontrent donc ces séparatistes. Que ce soit ceux qui sont en brousse ou ceux qui sont hors du pays. Mais ça doit se faire au cours d'un discours. Dans un discours à la nation. Parce qu'on ne délègue pas la fonction donc présidentielle. Et maintenant, ils les rencontrent, quel que soit le lieu de tenue des négociations, parce que la paix n'a pas de prix, il faut engager ces négociations. Et que tous les sujets soient mis sur la table. Y compris la sécession? Parce que je vais vous dire, vous parlez de quand quoi le ici? Premier ministre Joseph John Bouté, la sécession n'est pas négociable. Le Premier ministre Joseph John Bouté, qui est un homme de qualité, et ça je le dis ici, il n'appartient pas à ma famille politique. Immédiatement après sa nomination comme Premier ministre, il est allé dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a indiqué qu'il était porteur d'un message du président de la République, annonçant la tenue d'un grand dialogue, où tous les sujets devaient être abordés en dehors de la sécession. Ah voilà. Mais qu'est-ce que, 48 heures après, le ministre de l'administration territoriale a dit, il est allé en France, sur France 24, dit, le dialogue portera sur tout, sauf sur la forme de l'État. Mais monsieur, vous voulez que ceux-là qui sont là, et je vais conclure, et ceux qui doivent être dans cette mission, le cardinal doit être là, comme monsieur Djikama dit. Parce que quand ils ont pris le cardinal, ils l'ont relaxé moins de 5 heures de temps après. C'est dit que le cardinal doit être un élément important. On a vu Eli Smith. Il dit le journaliste Eli Smith, avec la All Anglophone Conference, proche du cardinal. La conférence générale anglophone. La conférence générale anglophone. Allez, ils les connaissent. Ils sont mieux placés pour parler avec eux. Je vous le dis, monsieur Yout, qu'on les mette en mission de bons offices, qu'il en fasse également partie. Parce que je ne connais pas une guerre qui s'arrête. Je ne connais pas une guerre qui s'arrête sans qu'il y ait négociation. Même après la Deuxième Guerre mondiale, les gens se sont assis. Bien sûr. Et je suis de ceux qui pensent que 100 jours de dialogue valent mieux qu'un seul jour de guerre. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui, nos enfants qui tous les jours, je dis bien qui tous les jours, entendent les balles crépiter. Vous croyez qu'ils vont oublier? Non. Ils vont porter les stigmates de cette guerre durant longtemps, durant toute leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ont fait ces enfants? Pourquoi le président de la République n'accède pas à ce minimum républicain qui existe dans tous les pays en crise dans le monde? C'est de faire le plus. Pourquoi? Quel populisme? Tout un cardinal a. Donc, attends-le. Et je vais vous dire, ces anglophones que j'ai rencontrés, du moins ceux qui sont ici, ils ne veulent pas de votre décentralisation. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, de votre statut spécial. Vous avez éprouvé la décentralisation. Ils veulent leur autonomie. Est-ce que vous avez éprouvé la décentralisation entre 1961 et 1972. Merci Jean-Robert. Donnez-leur leur autonomie, monsieur. Monsieur Jean-Robert. Entre 61 et 72, il n'y a pas eu de guerre au Cameroun. Vous avez éprouvé la décentralisation? Merci. La décentralisation a échoué, monsieur, et je le dis en tant que merci Jean-Robert élu. Oui, on vous a compris, Jean-Robert. On se calme. Docteur Luisan Issomba, face à cette situation, je sais que depuis il y a des gens qui n'apprécient pas le fait qu'on demande au président de la République de sortir. Je ne comprends pas. Vous comprenez cette attitude? C'est une de ces missions constitutionnellement consacrées. Le président de la République est, on l'a souvent dit en parenthèse, le père de la nation. Oui. Et j'aime à le dire ici, j'ai aimé le discours au pédestal des Nations Unies où il évoquait l'idée de ce qu'il faut être mendiant de la paix. Je le disais encore sur ce plateau que le président de la République est un fin médiateur. Je prends 2 cas. Nous avons eu la crise avec le Nigeria sur la presqu'île de Bakassi,
Vous avez vu que le président de la République a emprunté la voie de la négociation, la voie du dialogue. On se rappelle la belle image avec Olusegun Obasanjo et Thabo Mbeki à l'époque, ou bien l'autre Kofi Annan. Vous avez vu aujourd'hui, et je le dis avec force et vigueur, le président de la République a fait régner la paix dans la famille Bongo. C'est pourquoi Ali Bongo, président, l'appelle papa, il ne l'appelle pas président. Mais on se pose bien la question de savoir, mais pourquoi le président de la République prend du recul et du retrait et met en avant d'autres personnalités? Or, je vous avoue que le président connaît bien cette histoire, parce qu'en 1974-75, en 1974, les velléités sécessionnistes commencent à se manifester et le président a eu de mettre en place toute une délégation qui est conduite par le président Aboumachoyi, mais le président Paul Biya est le président de cette commission. Tout à fait. Il est le président de cette commission, donc il connaît. Et c'est même par là qu'il bénéficie de la récompense comme la nomination du Premier ministre, parce qu'il a réussi à faire taire ces velléités sécessionnistes qui étaient déjà en train de bouillir dans la marmite. Et le président Aït Diodon lui donne donc cette récompense en le nommant comme Premier ministre. Alors, on se rend bien compte que dans ce qui est arrivé, même par rapport au massacre de Kumba, de 7 élèves, le président Ouédu, il est dépositaire de ce qu'on appelle la parole sacrée et la parole souveraine. C'est-à-dire que, et même la Bible le dit, au commencement était la parole. Rien que la parole du président de la République apaise, elle rassure. Vous voyez, même la promesse de ce que cela ne se répétera plus est un élément salvateur pour réinstaurer un climat d'apaisement. C'est ce que j'appelle une adresse à la nation. Or, le président n'a pas réagi. Il a procédé par la mise en place d'une commission interministérielle qui est descendue. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, et même le cortège, c'est su et connu de tout le monde, le cortège du Premier ministre a été attaqué. Je dis une chose, Serge Alain Auto, le président de la République est celui qui a les manettes et les manœuvres nécessaires pour résoudre cette crise. Il a tous les leviers, tous les leviers institutionnels. Parce qu'il connaît la profondeur et la mesure de cette crise. Le ministre Aboumachoyi l'a dit. Il la connaît plus que le président Biya connaît les problèmes anglophones et il a la solution. Oui, Aboumachoyi. Alors, voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous attendons du président de la République, le chef de l'État, le père de la nation, de prendre, ne serait-ce qu'un discours, à défaut d'aller dans les zones en crise, ne serait-ce que prendre d'abord la parole, rassurer les Camerounais. Parce que ce qui est arrivé à Kumba peut davantage se multiplier. C'est-à-dire qu'on va aller de subdélégation en délégation, et comme vous savez, les subdélégations ne valent. Donc le président de la République doit prendre en main cette crise, et lui-même il a dit, je voudrais reprendre ici ses propos, qu'il faudrait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la prospérité et la démocratie. Vous savez, deux choses permettent à un État d'être jugé. On juge un État sur la paix, on juge l'État sur la pauvreté. C'est-à-dire que le degré de pauvreté peut justement traduire le degré de mal-gouvernance dans un État. Et autre chose, on se rend compte que les concepts forts qui ont été développés en 87 dans son célèbre ouvrage intitulé « Pour le libéralisme communautaire » à travers la rigueur dans la gestion des affaires de l'État et la moralisation de la vie publique me semble aujourd'hui des concepts qui ont un contenu creux parce que le président de la République n'a pas suivi. Vous savez, quand on est un chef, on décide, on contrôle et on sanctionne. Voilà les 3 étapes nécessaires pour assurer la bonne gouvernance. Or, si vous avez décidé, vous ne contrôlez pas, et vous ne sanctionnez pas, finalement, vous avez ouvert la voie à l'anarchie, la voie à la corruption. Et si aujourd'hui, ce régime connaît un abcès dans sa chaussure, c'est simplement que la corruption est devenue pandémique et endémique et n'a pas permis l'État. Merci, docteur. Oui, rapidement, Charles Dika. Oui, je pense que je ne peux pas faire autre chose qu'une fois de plus m'adresser à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, s'il est vraiment là. Monsieur Biya, si vous êtes là, si vos arrière-petits-enfants qui sont morts il y a 15 jours, leur mort doit être vaine. Je vous en supplie, il est plus que temps que vous sortiez. Il me revient qu'autour de vous,
il est planifié après un certain nombre, une centaine, 200 de mes amis politiques déjà embastillés pour la résolution de ce même problème dont nous parlons. Il me revient qu'il vous ait conseillé d'approuver l'arrestation de Maurice Kamto. Je pense que ce ne sera que une marche en plus dans l'échelle de l'horreur. Je vous en supplie, il est grand temps que vous vous manifestiez. Ne déléguez plus. Non, les circonstances ne sont plus aux délégations. Je répète, si vous êtes là, s'il vous plaît, il est temps que vous sortiez. Merci. Jean-Claude. Oui, je relève ici que lorsque le président de la République réagit et gouverne en son nom, tout simplement, on parle de l'hyperprésidence. Aujourd'hui, qu'il déconcentre ses pouvoirs, qu'il amène les uns les autres à pouvoir se responsabiliser, on nous dit non, il ne faut même pas qu'il fasse confiance à ses collaborateurs parce que ce n'est pas la peine. En période de crise. Ok. Je relève également quelque chose de très important ici. Oui, Jean-Claude. Ce n'est pas la multiplication des discours qui font avancer des choses, parce qu'en réalité, nous avons vu dans le cadre, par exemple, de la gestion de la crise de la pandémie du Covid ici, le président de la République s'est adressé à la nation le 19 mai 2020, et nous avons des chiffres qui sont élogieux, malgré que nous avons eu quelques cas de morts dont nous déplorons. Mais le Cameroun est cité en exemple dans le cadre de la gestion de cette crise. Et nous avons connu également dans d'autres pays où il y a eu, je vous renvoie au rapport de l'OMS. Je vous renvoie au rapport de l'OMS, qui cite le Cameroun en exemple, M. Robert Wafo. Alors, il y a eu des pays où il y a eu des présidents de la République qui ont fait 38 discours et avec un bilan macabre énorme. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas la multiplication des discours, c'est les actes. En ce qui concerne la résolution de la crise anglophone, si nous sommes pour peu assez consciencieux et responsables, nous verrons que nous savons déjà les mesures qui ont été mises sur pied par le président de la République pour la résolution de cette crise. Mais nous ne savons rien du tout du camp d'en face. Et lorsqu'on appelle au dialogue, il y a eu déjà un premier dialogue qui était du grand dialogue national. Donc un certain nombre de recommandations sont en train d'être mises sur pied pratiquement par le président de la République aujourd'hui. Et nous allons le voir dans le rachèvement. Merci. Lorsqu'on parle de la pauvreté également. Oui, pour conclure juste sur l'indice de la pauvreté. Au niveau de la pauvreté, nous étions de 53,3%. Lorsque le président de la République a pris les rênes, nous sommes aujourd'hui à 37. Voilà, on vous a compris. Je vous renvoie aux statistiques. Merci Jean-Claude Youde. Merci Jean-Claude Youde. Merci Charles Ndikam. Merci Jean-Robert Wafo. Merci Dr Luison Isomba. Merci Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés cette semaine. Aujourd'hui particulièrement Théophile Tchunke, Mitterrand Dam, Marlise Minkomo, Raphaël Dipanda, Francis Boyom et le chef d'orchestre c'était Innocent Abega. Bonsoir Foutouni.